L'année est 1623. Une femme est agenouillée au centre de la place publique, la tête enfermée dans une cage de fer glacé. Chaque fois qu'elle tente de bouger la langue, le métal acéré s'enfonce davantage, l'empêchant de prononcer le moindre mot. Autour d'elle, des murmures traversent la foule, certains moqueurs, d'autres empreints de pitié, mais personne n'ose intervenir. À quelques pas de là, une autre femme trébuche sur le marché poussiéreux, le crâne rasé, des chaînes résonnant contre les pierres. Les regards se fixent sur elle. Certains crachent. Son crime? Plus personne ne s'en souvient. Pendant des siècles, ces châtiments n'étaient pas cachés dans des prisons ou des cachots obscurs. Ils étaient du théâtre des démonstrations publiques de pouvoir, jouées devant des foules. Chaque acte n'était pas seulement douleur, c'était un message, un avertissement. Voilà ce qui arrive quand une femme ose franchir la ligne. Ce qui suit n'est pas de la fiction. Ce sont de vrais supplices grotesques, brutaux et d'une cruauté glaçante que l'histoire a infligés aux femmes. Et chacun est plus sombre que le précédent. Dans l'Europe moderne, une femme qui parlait trop librement risquait plus que sa réputation. Elle pouvait perdre la capacité de parler pour toujours. La bride de mégère, aussi appelée branque, était une cage de fer verrouillée sur la tête. À l'intérieur, une plaque de métal plate pressée sur la langue, rendant la simple idée de parler insupportable. L'excuse officielle, elle servait à punir les épouses querelleuses, les commères ou les femmes accusées de bavarder trop en public. Mais la vérité était bien plus sombre. Cet instrument devint une arme contre la dissidence, utilisée sur celles qui défiaient l'autorité, désobéissaient à leur mari ou osaient critiquer les hommes de pouvoir. Et l'humiliation faisait partie intégrante de la peine. Les condamnés étaient promenés dans la ville, la bride enfer leur mordant la peau, le silence forcé. La foule ne se contentait pas de les voir, elle se souvenait d'elles, transformées en avertissements vivants. Certaines brides étaient rendues encore plus cruelles, des pointes fixées sur la plaque. Si la victime tentait de bouger la langue, elle s'éventrait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement réduire les mots au silence, c'était rendre la pensée même dangereuse. Le plus troublant, c'est que ces supplices n'étaient pas secrets. Ils étaient officiellement approuvés. Des archives écossaises, anglaises et allemandes lisent la bride aux côtés du pilori et du poteau de flagellation. Si la bride réduisait au silence, l'arrache-sain effaçait. Cet outil de fer ressemblait à une griffe, ses crochets conçus non pour la terre, mais pour la chair. Chauffé à blanc, il était refermé sur la poitrine des femmes accusées d'adultère, d'hérésie, d'infanticide ou même de sorcellerie. La justification? Leur corps avait déshonoré la société, alors leur corps devait porter le châtiment. Une logique pervertie transformant la mutilation en morale. Parfois, l'instrument possédait 4 griffes, arrachant tout en un seul mouvement brutal. D'autres fois, il était traîné sur la peau, la déchirant morceau par morceau. Les rares survivantes portaient des cicatrices si profondes qu'elles mouraient souvent plus tard d'infection. Pire encore, cette cruauté n'était pas dissimulée. Elle se jouait sur les places publiques, devant des foules railleuses. La douleur devenait spectacle. Un registre bavarois du XVIe siècle décrit ainsi la sentence d'une mère accusée d'avoir tué son nouveau-né. Ses seins seront arrachés par des grilles de fer, puis elle sera brûlée vive sur le bûcher. L'arrache-sain n'était pas seulement une punition, c'était une éradication. Il arrachait la féminité elle-même, comme si détruire le corps pouvait effacer l'existence de la femme. Toutes les cruautés n'exigeaient pas fer ou feu. Parfois, l'humiliation suffisait comme arme. Le siège plongeant était une chaise fixée à une longue poutre, installée au-dessus d'une rivière ou d'un étang. Les condamnés, presque toujours des femmes accusées de commérage, de querelle ou de désordre, y étaient solidement attachés. La chaise s'abattait, les plongeant sous l'eau, puis les tirait vers le haut trempés, suffocantes, toussant, pendant que la foule exultait. Puis de nouveau vers le bas. Encore et encore, des registres du XVIIe siècle mentionnent des séances durant des heures. Certaines femmes survivaient pour s'effondrer d'épuisement ou d'hypothermie. D'autres se noyaient devant leurs voisins, leurs vies éteintes pour le simple crime d'avoir trop parlé. Les autorités affirmaient que c'était un outil de correction. Mais soyons clairs, c'était un divertissement. Un spectacle public déguisé en discipline. L'un des derniers qu'a enregistré date de 1817, quand une femme nommée Sarah Leakey fut plongée à Léominster pour s'être battue avec ses voisins. À cette époque, la pratique était déjà considérée comme archaïque, mais cela n'empêcha pas la foule d'en faire un événement. Parfois, la punition n'était pas l'objectif, la confession l'était. La chaise espagnole était un siège recouvert de pointes de fer, sur le dossier, les bras, les jambes, parfois même l'assise. Les femmes accusées de vol, d'hérésie ou de sorcellerie y étaient sanglées, leur corps pressé contre des centaines d'aiguillons. Parfois les pointes étaient chauffées, transformant la chaise en instrument de marquage au fer. La douleur était insupportable, mais c'était le but. Elle n'était pas utilisée après condamnation, mais pour créer la condamnation. Les tribunaux la justifiaient comme moyen d'extraire la vérité. Mais la vérité importait peu. Ce qui comptait, c'était la confession. Et cette chaise pouvait faire hurler n'importe qui ce que la cour voulait entendre. Un exemplaire conservé en Belgique compte encore plus de 1500 pointes métalliques, preuve que le but n'était pas la mort, mais l'agonie prolongée. Des victimes pouvaient y survivre des heures, voire des jours, figées dans la douleur, jusqu'à avouer.
Ces châtiments ne faisaient pas que blesser le corps, ils écrasaient la voix, effaçaient l'identité, transformaient les femmes en avertissements vivants. Mais aussi sombres que soient ces histoires, les supplices qui suivent descendent encore plus loin dans la cruauté. Des humiliations publiques aux mutilations destinées à durer toute une vie, l'imagination de l'histoire pour inventer la souffrance semblait sans limite. Et les prochains châtiments révèlent jusqu'où cette cruauté pouvait aller. Dans l'Europe médiévale, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, la punition ne visait pas toujours la chair, elle visait l'âme. Les femmes condamnées étaient forcées à participer à des parades de honte publiques. On leur rasait la tête, on déchirait leurs vêtements, on enduisait leur corps de cendres ou d'immondices. Le but n'était pas de les tuer, mais d'effacer leur place dans la société. En France, les adultères marchaient pieds nus dans les rues, vêtus seulement d'une chemise fine, une torche enflammée à la main, tandis que les cloches des églises sonnaient leur disgrâce. Dans la Chine de la dynastie Qing, certaines femmes étaient enfermées dans des cages de bois avec des pancartes affichant leurs crimes, exposées comme des criminels sur les marchés. Les cicatrices de l'humiliation duraient plus longtemps que les blessures. Une cicatrice peut s'effacer, mais une réputation détruite en spectacle public pouvait anéantir mariage, famille et moyens de subsistance pour toujours. Toutes les punitions ne semblaient pas brutales en surface. Certaines se déguisaient en beauté. Dans la Chine impériale, le bandage des pieds n'était pas inscrit dans la loi, et pourtant, pour des millions de filles, il fut une condamnation à vie. Dès l'âge de 4 ans, on brisait les pieds des enfants, la voûte écrasée, les orteils repliés sous la plante et serrés de soie jusqu'à former une courbe de 10 cm à peine. On appelait cela le lotus d'or. Présenté comme élégance, la vérité était contrôle. Des pieds liés signifiaient mobilité limitée, impossible de marcher loin, de courir, de fuir. Certaines familles utilisaient même le bandage comme punition, serrant davantage les liens pour corriger les filles désobéissantes. Des archives rapportent des femmes contraintes à un rebandinage à l'âge adulte, une torture décrite comme pire que l'accouchement. Les os brisés à nouveau, une agonie sans fin, laissant des femmes estropiées à vie. Le bandage des pieds n'était pas un acte unique de cruauté, c'était des décennies de souffrance quotidienne. Une lente exécution déguisée en beauté. L'imagination de l'Europe médiévale allait au-delà de l'évidence. Peu d'instruments glacèrent autant le sang que la poire d'angoisse. Ce curieux outil de métal avait la forme d'un fruit, ses pétales contrôlés par une vis. Inséré dans la bouche, le vagin ou le rectum, il s'élargissait peu à peu, déchirant les tissus de l'intérieur. Pour les femmes, il servait souvent de punition pour adultère, sorcellerie ou immoralité. Certaines versions avaient des bords tranchants, destinés à lacérer la chair au fur et à mesure que la vis tournait. Sa cruauté tenait à sa précision. Le bourreau pouvait l'élargir lentement, prolongeant l'agonie des heures entières, ou le tourner brutalement, laissant la victime dans des mares de sang. Certains historiens débattent encore de sa fréquence, mais les pièces conservées dans les musées d'Europe prouvent une chose. Quelqu'un l'a imaginé, quelqu'un l'a fabriqué, et quelqu'un s'en est servi. La poire n'était pas seulement torture, c'était l'ingéniosité pervertie en horreur. La noyade fut de tout temps un outil d'exécution. Mais pour les femmes, elle prenait un caractère rituel. Dans la Rome antique, la pénaculée, la peine du sac, était réservée aux parricides. Avec le temps, l'idée s'étendit, adaptée aux femmes accusées d'infanticide, d'adultère ou de sorcellerie. La condamnée était cousue dans un sac de cuir, parfois avec des animaux vivants, serpents, chiens ou coqs, avant d'être jetée à l'eau. Le sac supprimait jusqu'à l'illusion d'évasion. Pas de lutte, pas de souffle, pas d'espoir. Dans l'Allemagne médiévale, des chroniques racontent des femmes accusées d'avoir tué leur mari, noyées dans des sacs devant toute la ville. Le symbolisme était cruel et poétique, l'eau purifiée, la mort lavant la faute. Mais il n'y avait pas de salut. Seulement le silence ou les vagues. Avant les photographies judiciaires et les casiers criminels, c'était le corps lui-même qui devenait l'archive. Le marquage au fer rouge brûlait l'identité dans la chair. En France, les voleuses portaient la fleur de lis sur l'épaule. En Angleterre, les adultères portaient la lettre écarlate A, gravée dans leur peau, un châtiment bien réel, bien avant qu'il n'inspire la littérature. En Amérique coloniale, le marquage s'associait souvent au coup de fouet. En Virginie, en 1751, une femme refusant de payer une amende fut marquée au fer d'un B. Pour Baud, tenancière de maison close. Contrairement aux chaînes ou aux piloris, le marquage était permanent. Un châtiment qui marchait avec vous, qui parlait plus fort que vos mots, chaque fois que vous apparaissiez en public. Un rappel éternel de honte. Dans l'Europe catholique, toutes les punitions n'exigeaient pas de fer. Certaines exigeaient des murs. Les femmes accusées d'immoralité adultère, prostitution, grossesse illégitime, étaient enfermées dans des couvents appelés maisons de pénitence. Officiellement, des lieux de réforme. En réalité, des prisons qui ne disaient pas leur nom. À l'intérieur, les femmes subissaient silence, prières sans fin et labeur épuisant. Au siècle suivant, des versions laïques virent le jour, les tristement célèbres blanchisseries de la Madeleine en Irlande et en Grande-Bretagne. Les survivantes racontèrent des décennies passées à laver, coudre, récurer sans salaire, sans reconnaissance. L'une d'elles résuma ainsi. « Ils m'ont dit que c'était pour mon bien.
Je suis sorti 30 ans plus tard, avec pour seule richesse mes mains en sang d'avoir trop lavé. C'était une punition sans effusion de sang, mais dont la cruauté s'écrivait dans chaque année volée. Le fouet existait partout, pour hommes comme pour femmes. Mais appliqué aux femmes, il portait une cruauté particulière. Dévêtues jusqu'à la taille, attachées au poteau, leur dos offert au regard, elles étaient fouettées devant des foules railleuses. En Nouvelle-Angleterre puritaine, une accusation vague de comportement lascif suffisait à attirer le fouet. Que signifiait lascif? Presque tout ce que les hommes décidaient. Dans les Caraïbes, les femmes réduites en esclavage subissaient des coups de fouet ordonnés à la moindre désobéissance. Souvent, les zones visées étaient choisies pour dégrader autant que pour blesser. Le fouet n'était pas seulement douleur, c'était humiliation gravée dans la chair, un rappel à chaque spectateur que la résistance avait un prix. Ceci n'était que la deuxième strate de cruauté. Des têtes rasées aux pieds bandés, des marques brûlées dans la peau aux instruments conçus pour détruire de l'intérieur, l'histoire prouve encore et encore, la punition visait autant le contrôle que la douleur. Et pourtant, des supplices encore plus sombres attendaient. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans des châtiments si invasifs, si tordus, qu'ils brouillent la frontière entre justice et sadisme. Et ils révèlent jusqu'où une société est prête à aller quand le pouvoir exige l'obéissance. Certaines punitions n'étaient pas conçues pour tuer instantanément. Elles visaient à envahir le corps, à voler toute intimité et à transformer la souffrance en un spectacle sans fin. Peu d'objets sont devenus aussi infâmes dans l'histoire que la ceinture de chasteté. Pendant des siècles, on l'a imaginé comme une cage de fer cruel, verrouillée autour de la taille des femmes pour empêcher toute activité sexuelle durant l'absence des maris ou des maîtres. Beaucoup des exemplaires que l'on voit dans les musées aujourd'hui sont des faux du VIe siècle, créés pour choquer. Mais cela n'efface pas la réalité. Des dispositifs de contraintes similaires ont bel et bien existé. Certaines étaient faites de cuir renforcé de métal, d'autres entièrement de fer avec cadenas et attaches. Dans de rares mais glaçants récits, elles furent utilisées pour empêcher le viol en temps de guerre, contrôler des femmes réduites en esclavage lors de transports, ou encore surveiller des épouses dans des mariages arrangés. La cruauté ne résidait pas toujours dans l'objet lui-même, mais dans le message. La ceinture faisait du corps une possession. L'autonomie féminine littéralement sous clé. La faim comme arme. Lorsque le fer et le feu ne suffisaient pas, la nourriture ou son absence devenait une arme. Dans les prisons médiévales européennes, les femmes condamnées pour crimes moraux étaient placées sous régime punitif, pain et eau, parfois durant des semaines, parfois jusqu'à la mort. Des siècles plus tard, la faim devint résistance. Les suffragettes emprisonnées en Grande-Bretagne et en Amérique firent des grèves de la faim pour protester contre l'injustice. Les autorités répliquèrent par le gavage forcé. Les femmes étaient attachées à des chaises, des tubes enfoncés dans leur nez ou leur bouche, un liquide versé directement dans leur estomac. Des tubes volontairement trop larges, une brutalité délibérée. Des témoins décrivirent du sang, des vomissements, des séquelles à long terme. Le but n'était pas de nourrir, c'était de dominer. De dire « Tu ne contrôleras même pas ce qui entre dans ton propre corps ». L'Europe avait ses sièges plongeants. Mais à travers l'Asie et le Moyen-Orient, l'eau devint une arme autrement. Au Japon du XVIIe siècle, le misubus consistait à lier l'accusé et à l'immerger dans des puits ou des rivières. On les maintenait sous l'eau jusqu'à frôler l'inconscience, puis on les hissait, haletant, pour les replonger aussitôt. Parfois punition, parfois interrogatoire, toujours supplice. Dans l'Empire ottoman, les femmes accusées d'adultère pouvaient subir le sudavasa, l'épreuve de l'eau. Sanglées dans des cadres de bois, elles étaient descendues dans des rivières ou des ports, leur sort livré au hasard ou à la volonté de leurs accusateurs. Symboliquement, ces châtiments refroidissaient la chaleur féminine, cette croyance que les fautes des femmes étaient un feu dangereux qu'il fallait éteindre. En réalité, ce n'était qu'une nouvelle scène pour la cruauté, l'eau servant à la fois d'arme et de rideau de théâtre. Toutes les punitions ne laissaient pas de cicatrices visibles. Certaines effaçaient l'identité elle-même. Dans la Grèce et la Rome antique, les femmes réduites en esclavage se voyaient raser les cheveux comme châtiment ou pour les marquer lors des ventes. Dans les couvents médiévaux, les nonnes qui violaient leurs vœux subissaient le même rituel de disgrâce. Puis vint le XX siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, des milliers de femmes en France, accusées parfois à tort de collaboration avec les forces d'occupation, furent traînées sur les places publiques, la tête rasée devant des foules en liesse. Pour certaines, l'acte détruisit non seulement la dignité, mais aussi toute possibilité de survie. Les cheveux sont profondément symboliques, beauté, féminité, appartenance. Les enlever revenait à marquer une femme de honte, visible chaque jour jusqu'à ce qu'il repousse. Une punition qui se renouvelait à chaque regard d'inconnu. Parfois, la punition venait comme une lente fatalité. En Angleterre, une méthode appelée peine forte et dure, punition forte et dure, était réservée à ceux qui refusaient de plaider devant le tribunal. L'accusé était allongé au sol, une planche posée sur son corps et des pierres empilées dessus. Lentement, souffle après souffle, le poids écrasait la vie. Les hommes en étaient les principales victimes, mais des femmes aussi. En 1444, Juliana Quick fut écrasée à mort en Angleterre pour avoir refusé de plaider face à une accusation de trahison domestique, le meurtre de son mari. Dans l'Inde moghole,
Une méthode similaire existait. Des pierres amoncelées sur la poitrine jusqu'à ce que les côtes se brisent, les arracher morceau par morceau. Il n'y avait ni flamme, ni épée. Juste le silence, l'effondrement lent des poumons et l'inéluctable craquement des os sous le poids implacable. Pour les femmes condamnées pour vol, ivresse ou vagabondage, les colliers de fer devenaient des cages impossibles à quitter. Certains n'étaient que de simples anneaux verrouillés. D'autres, de véritables carcans hérissés de pointes, s'enfonçant dans la chair. Dans les colonies pénales de Sibérie au XVIIIe siècle, des femmes portaient des colliers pesant plusieurs kilos, jour et nuit, durant des mois. Le métal ouvrait des plaies, le poids déformait les colonnes vertébrales. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, des femmes réduites en esclavage étaient équipées de colliers si serrés qu'ils ne pouvaient être retirés qu'en brisant le fer lui-même. Pour certaines, ce fut définitif. Le collier devenait à la fois punition et condamnation à vie, une marque de captivité en acier. La honte publique ne signifiait pas toujours rester immobile. Parfois, elle signifiait être traînée à travers les rues sous les regards. Les femmes étaient entravées par de longues chaînes de fer, contraintes de défiler pieds nus dans les marchés, les tavernes et les places. Les chaînes, assez longues pour racler les pierres, annonçaient le supplice avant même que la condamnée n'apparaisse. À Florence, des registres du XVe siècle décrivent des femmes condamnées pour prostitution, menées dans les rues au son du tambour, les gardes s'assurant que nul ne détourne le regard. Dans l'Inde moghole, des femmes étaient forcées de défiler dans les bazars aux heures de pointe, des jougs de fer autour du cou, les poignets liés de cordes. Il ne s'agissait pas de les transporter. Il s'agissait de les marquer à jamais dans la mémoire de la communauté. Et ce n'est encore qu'une partie de l'histoire. De la famine forcée au collier de fer, des têtes rasées aux parades enchaînées, les châtiments n'ont cessé d'évoluer. Chacun était moins une question de justice qu'une question de contrôle. Mais des horreurs encore pires attendaient. Des supplices qui brûlaient, qui brisaient, qui laissaient le corps non seulement détruit, mais exposé, transformé en avertissement pour tous. Le prochain chapitre plonge dans le feu lui-même et dans le théâtre brutal de la mort conçu spécialement pour les femmes. Quand la douleur seule ne suffisait pas, le feu et l'acier transformaient la punition en spectacle. Et pour les femmes, l'exécution venait souvent sous la forme d'un rituel. Peu d'images dans l'histoire sont aussi obsédantes que celles de femmes attachées à des bûchers, les flammes s'élevant autour d'elles. La brûlure n'était pas réservée uniquement aux sorcières. Dans l'Europe médiévale, les femmes reconnues coupables de trahison, d'hérésie, de sorcellerie ou même du meurtre de leur mari, la petite trahison, pouvaient subir cette mort par le feu. Les autorités affirmaient que c'était symbolique. Le feu purifiait l'âme, ne laissait aucun corps à enterrer en terre consacrée. Mais derrière la justification se cachait le spectacle. Les flammes étaient lentes, impitoyables, inoubliables. En Angleterre, on considérait le bûcher comme plus pudique que la pendaison, car la pendaison exposait le corps féminin en public. Mais la vérité, c'était la cruauté déguisée en dignité. Le feu, c'était l'agonie prolongée. Parfois, les bourreaux étranglaient les femmes avec des cordes avant que le feu ne les atteigne, une ultime miséricorde. Mais cette pitié n'était pas garantie. En 1789, Catherine Murphy, condamnée pour fausse monnaie, fut officiellement brûlée vive. Les spectateurs assistèrent à la fusion de la punition et de la représentation. En Asie du Sud-Est, l'immolation fut utilisée contre des concubines royales accusées de trahison. Présentée comme une mort honorable, ce n'était en réalité qu'une autre manière d'effacer des femmes jugées encombrantes. Toutes les punitions n'exigeaient pas le sang ou le feu. Certaines envahissaient le corps d'une manière plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice. Au VIe siècle, sous les lois coloniales de l'Empire britannique, les femmes accusées de prostitution pouvaient être soumises à des examens médicaux obligatoires. L'excuse, contrôler les maladies. La réalité, l'humiliation imposée par l'État. Les examens étaient souvent pratiqués par des médecins hommes, parfois dans des salles communes ou même dans des postes de police, sous les yeux d'agents. Les femmes qui résistaient étaient immobilisées, maintenues pendant qu'on introduisait de force des instruments en elles. La militante Joséphine Butler documenta des dizaines de ces cas des femmes, parfois jamais officiellement inculpées, dépouillées et examinées contre leur volonté. Même déclarées saines, la stigmatisation restait permanente. Des siècles plus tôt, lors des procès de sorcellerie, des violations similaires avaient lieu. Les accusés étaient dénudés et fouillés à la recherche de marques de sorcières, taches de naissance, cicatrices ou toute imperfection tordue en preuve. L'intimité était un luxe que l'histoire leur refusait presque toujours. Parfois, la punition n'était ni le feu ni les chaînes. C'était l'exil. Dans l'Athènes antique, les femmes reconnues coupables d'adultère, d'empoisonnement ou de vol dans un temple pouvaient être bannies définitivement de la cité. Les hommes pouvaient reconstruire ailleurs. Les femmes, dépendantes des liens familiaux, perdaient tout. Au Japon, le kumi-en-shui, bannissement du village, frappait celles accusées de déshonneur. Rejetées, elles faisaient face à la faim, au danger, ou pire encore, contraintes à des travaux désespérés pour survivre. En Australie coloniale, les détenus jugés incorrigibles étaient envoyés dans des colonies pénitentiaires reculées, totalement coupées de la société. L'exil n'était pas qu'un déplacement. C'était une mort sociale, la perte d'identité, de communauté, de protection.
Une punition qui tuait lentement, jour après jour. Rarement infligée aux femmes, mais terrifiante lorsqu'elle l'était. La roue de supplice symbolisait la destruction absolue. La condamnée était attachée à une grande roue de bois, les membres écartés. Le bourreau frappait avec des barres de fer, brisant les os à un bras, jambes, côtes. Le corps était ensuite exposé sur la roue, tordu et brisé, en avertissement à tout ce qui passait. Un cas documenté eut lieu en 1744, lorsque Maria Katharina Wechter, du Württemberg, fut reconnue coupable d'avoir empoisonné son mari et ses enfants. Elle fut exécutée à la roue, son corps laissé en exposition publique. La roue n'était pas seulement un châtiment, c'était une mise en scène. La mort transformée en spectacle de terreur. En regardant en arrière, chacun de ces supplices, feu, exil, torture, humiliation, avait un point commun. Il n'agissait pas seulement sur le corps. Il racontait une histoire à travers ce corps. La bride muselait la parole. La tête rasée effaçait l'identité. Le bûcher transformait l'obéissance en théâtre public. L'accusation seule suffisait parfois. Une fois punie, la femme perdait toute capacité à se défendre. Ces instruments n'étaient pas des outils de justice. C'étaient des outils de pouvoir. Et le pouvoir savait transformer la douleur en représentation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà du feu et de la roue, se trouvaient des punitions plus intimes, plus invasives, conçues pour priver non seulement de liberté, mais aussi de dignité. Le prochain chapitre plonge dans les supplices où le corps devenait un champ de bataille et où même la survie laissait des cicatrices indélébiles. À ce stade, une chose est claire, la punition n'était pas seulement douleur. C'était l'arrachement de la dignité, de l'identité, de tout contrôle. Et certaines allaient encore plus loin, conçues pour envahir les parties les plus intimes du corps, transformant la survie elle-même en torture. Parmi les inventions les plus cruelles de l'Europe se trouve un objet en forme de fruit, mais conçu pour la destruction. La poire d'angoisse paraissait inoffensive au premier regard. Un petit fruit de métal, ses pétales actionnés par une vis. Insérée dans la bouche, le vagin ou le rectum, elle s'élargissait à chaque tour, étirant le corps bien au-delà de ses limites naturelles. Pour les femmes, elle était le plus souvent utilisée dans des cas d'adultère, de sorcellerie ou d'immoralité. Certaines poires avaient des pétales lisses. D'autres étaient dentelés, lacérant la chair à chaque expansion. La cruauté résidait dans la précision. Le bourreau pouvait tourner lentement, prolongeant l'agonie des heures durant, ou visser brutalement, déchirant les tissus en quelques secondes. Les survivantes, si elles existaient, en gardaient des séquelles internes irréversibles, saignements, infections. Les historiens débattent encore de la fréquence de son usage. Mais les exemplaires conservés dans les musées européens ne laissent aucun doute. Quelqu'un l'a imaginé, quelqu'un l'a forgé, et quelqu'un l'a utilisé. L'eau, elle aussi, fut détournée en méthode de mort. Dans la Rome antique, l'exécution par sac, la pénaculée, visait les parricides. Mais au fil des siècles, des variantes s'appliquèrent aux femmes accusées d'infanticide, de sorcellerie ou même d'empoisonnement. La condamnée était cousue dans un sac de cuir, parfois avec des animaux vivants, serpents, chiens ou poulets, puis jetée à l'eau. Aucune chance de survie. La lutte ne faisait qu'accélérer l'inévitable. Dans l'Allemagne médiévale et les Pays-Bas, des chroniques racontent des femmes coupables d'avoir tué leur mari, noyées dans des sacs devant toute la ville. Le symbolisme était clair. L'eau comme purification, le sac comme culpabilité inéluctable. C'était une punition rituelle. Une mort conçue pour être à la fois terrifiante et définitive. Si l'exil effaçait socialement une femme, le marquage la marquait pour toujours. Un fer chauffé à blanc appliqué sur la peau nue, laissant des cicatrices qui criaient les crimes plus forts que n'importe quel mot. Au XVIIe et XVIIIe siècles, en France, les voleuses portaient la fleur de lys sur l'épaule. En Angleterre, les adultères étaient marqués d'un A, des siècles avant que la lettre écarlate ne transforme sa cruauté en fiction. Dans l'Amérique coloniale, le marquage se combinait au fouet. En Virginie, en 1751, une femme qui refusa de payer une amende fut marquée d'un B. Pour Baud, terme ancien désignant une tenancière de bordel. Contrairement aux chaînes ou aux coups, le marquage était permanent. Chaque fois que la victime entrait dans une foule, la cicatrice racontait l'histoire à nouveau. Une condamnation à vie gravée dans la chair. Toutes les punitions ne laissaient pas de blessures visibles. Certaines effaçaient la liberté en silence, sous le masque de la piété. Dans l'Europe catholique, les femmes accusées d'adultère, de prostitution, d'immoralité étaient envoyées dans des couvents, des maisons de repentance. En apparence, des lieux de réforme. En réalité, des prisons. À l'intérieur, les femmes subissaient silence, prières et travaux sans fin. Coupées du monde, dépouillées de leur identité, elles disparaissaient de la mémoire collective. Au XVIIIe siècle, ce système évolua en institutions séculières comme les blanchisseries de la Madeleine en Irlande et en Grande-Bretagne. Les survivantes racontèrent des décennies de lessive et de couture forcée, sans salaire, sans reconnaissance. L'une d'elles le résuma ainsi. « Ils m'ont dit que c'était pour mon bien. Je suis sorti 30 ans plus tard, avec pour seule richesse mes mains à vivre d'avoir trop lavé. » Pour beaucoup, la punition n'était pas la douleur, mais les années volées, les identités effacées.
Le fouet a traversé toutes les cultures de l'histoire. Mais appliqué aux femmes, sa cruauté se doublait d'humiliation. Attachées à des poteaux, parfois dénudées jusqu'à la taille, elles étaient fouettées devant des foules avides. En Nouvelle-Angleterre puritaine, une accusation vague de conduite lascive suffisait pour être flagellée. Que signifiait lascive? Presque tout ce que les hommes décidaient. Dans les Caraïbes, les femmes réduites en esclavage subissaient le fouet sur ordre de leur maître. Les coups visaient non seulement le dos, mais aussi des zones intimes, une douleur destinée autant à humilier qu'à blesser. Le fouet n'était pas seulement un instrument. C'était un théâtre. La chair devenait une scène. Chaque coup un avertissement pour ceux qui regardaient. Bien que les mythes aient exagéré leur usage, les ceintures de chasteté et autres entraves n'étaient pas que des fantasmes. Certaines, en cuir renforcé de fer ou entièrement métallique avec cadenas, apparaissaient en temps de guerre, d'esclavage ou de mariage arrangé. Leur but n'était pas de torturer par la douleur, mais par le contrôle. La cruauté ne résidait pas toujours dans les blessures infligées. Elle résidait dans cette certitude. Le corps ne t'appartenait plus. Il appartenait à celui qui détenait la clé. Et pourtant, l'histoire s'assombrit encore. Des poires qui déchiraient les chairs au fer qui marquaient la peau, des sacs jetés dans les rivières ou cloîtres transformés en cages, les supplices révèlent une vérité. La cruauté trouve toujours de nouvelles formes. Mais le prochain chapitre descend plus profondément encore dans les punitions où la nourriture, l'eau, même les besoins humains les plus simples, étaient transformés en armes d'obéissance, et où la survie elle-même devenait une autre forme de souffrance. Certaines punitions ne reposaient pas sur le feu ou le fer. Elles reposaient sur la faim, l'eau ou même une simple mèche de cheveux. Des cruautés subtiles, mais aussi tranchantes que des lames, et souvent plus durables. Dans les prisons médiévales, la nourriture elle-même devenait une arme. Les femmes condamnées pour crimes moraux étaient parfois soumises à des régimes punitifs, des semaines réduites à du pain et de l'eau. Le but n'était pas seulement l'affaiblissement, mais l'humiliation spirituelle, la lente destruction du corps et de la volonté. Des siècles plus tard, le scénario s'inversa. Les suffragettes emprisonnées en Grande-Bretagne et en Amérique firent de la faim une arme de protestation, refusant de manger. Les autorités répliquèrent par la brutalité, le gavage forcé. Les femmes étaient attachées à des chaises. Des tubes de caoutchouc enfoncés dans la bouche ou le nez. Des liquides versés directement dans l'estomac. Les médecins des prisons utilisaient souvent des tubes volontairement trop larges, provoquant saignements, vomissements, gorges déchirées. Des témoins décrivirent le son des suffocations, l'odeur du sang. Ce n'étaient pas des soins médicaux, mais des punitions déguisées en traitement. Le message était clair, même ce qui entre dans ton corps ne t'appartient pas à décider. L'Europe avait ses sièges plongeants, mais à travers l'Asie et le Moyen-Orient, les supplices par l'eau prenaient d'autres formes. Au Japon du XVIIe siècle, le misubus consistait à lier l'accusé et à l'immerger dans des puits ou des rivières. On la remontait haletante, puis on la replongeait aussitôt. Parfois interrogatoire, parfois exécution. Toujours torture. Dans l'Empire ottoman, les femmes accusées d'adultère subissaient le sudavasa ou épreuve de l'eau. Enfermées dans des cadres de bois, elles étaient plongées dans des ports ou des rivières devant des foules railleuses. Le symbolisme était pervers. L'inconduite féminine était perçue comme une chaleur dangereuse. L'eau froide devait refroidir leur nature. En réalité, ce n'était que cruauté déguisée en rituel. Les cheveux peuvent sembler anodins, mais dans de nombreuses cultures, ils portaient une signification profonde. Dans la Grèce et la Rome antique, les femmes réduites en esclavage étaient tondues comme punition, privées de beauté et d'identité. Dans les couvents médiévaux, les nonnes accusées d'avoir rompu leur vœu étaient rasées de force, leurs disgrâces exposées dans la nudité de leur crâne. Et au XX siècle, après la Seconde Guerre mondiale, le rasage public devint un rituel de vengeance. Des milliers de femmes en France, accusées de collaboration avec les forces d'occupation, certaines coupables, beaucoup innocentes, furent traînées dans les rues. Leurs têtes furent rasées devant des foules hilares. Ce n'était pas seulement enlever des cheveux, c'était enlever l'anonymat. Chaque regard d'un voisin renouvelait la punition, transformant la vie quotidienne en humiliation sans fin. Parfois, la cruauté était une lente fatalité. En Angleterre, une punition appelée peine forte et dure, était réservée à ceux qui refusaient de plaider devant le tribunal. L'accusé était allongé, une planche sur le corps, des pierres posées une à une. La respiration se raccourcissait. Les os craquaient. La mort arrivait, pouce par pouce. En 1444, Juliana Quick fut écrasée de cette manière, refusant de plaider face aux accusations de meurtre de son mari. Dans l'Inde moghole, des exécutions similaires empilaient des pierres sur la poitrine des femmes jusqu'à l'effondrement de leurs côtes. On considérait cela comme plus honorable que la décapitation, mais pas moins brutale. La méthode ne laissait pas de spectacle de flammes ni de cris. Juste le silence, l'inéluctable et l'horrible poids du temps qui s'épuise. Pour des crimes moindres, l'humiliation pouvait se porter jour et nuit. De lourds colliers de fer verrouillés autour de la gorge des femmes, parfois simples, parfois hérissés de pointes si serrées qu'ils entaillaient la chair. Dans les colonies pénales de Sibérie au XVIIIe siècle, des femmes portaient des colliers pesant plusieurs kilogrammes. Le poids déformait leur posture,
transformaient la peau en plaie, laissaient des cicatrices qui ne guérissaient jamais. En Afrique de l'Ouest, les femmes réduites en esclavage portaient des colliers si étroits qui ne pouvaient être retirés qu'en brisant le fer. Pour certaines, le retrait ne vint jamais. Le collier devenait à la fois châtiment et prison permanente. Chaque mouvement, chaque respiration leur rappelait leur captivité. La honte publique ne signifiait pas toujours un poteau ou un bûcher. Parfois, elle signifiait être traînée dans les rues comme un spectacle vivant. Les femmes condamnées étaient enchaînées dans de lourdes chaînes de fer et paradées pieds nus à travers marchés et tavernes. Les chaînes étaient volontairement longues, claquant bruyamment sur les pavés pour que tous entendent le supplice approcher. Dans la Florence du XVe siècle, les travailleuses du sexe reconnues coupables d'avoir défié les lois étaient conduites dans les rues tandis qu'un garde battait le tambour pour attirer l'attention. Dans l'Inde moghole, les femmes accusées de vol défilaient aux heures de pointe, entravées par des anneaux de fer et des cordes. Le but n'était pas le transport, mais la mémoire. Graver l'humiliation dans l'esprit de tous les témoins. Quand les autorités voulaient un spectacle ultime, elles se tournaient vers le feu. La brûlure ne concernait pas seulement les sorcières. Les femmes reconnues coupables de trahison, d'hérésie ou du meurtre de leur mari affrontaient les flammes comme justice. Les officiels prétendaient que c'était plus pudique que la pendaison. Mais le feu était plus lent, plus cruel. La peau se noircissait, les poumons se remplissaient de fumée, la mort s'étirait sous les yeux du public. Dans certains cas, les femmes étaient étranglées avant que les flammes ne les atteignent. Mais d'autres, comme Catherine Murphy en 1789, condamnée pour avoir fabriqué de la fausse monnaie, furent brûlées vives devant la foule. Hors d'Europe, l'immolation fut aussi utilisée en Asie du Sud-Est contre les concubines royales accusées de trahison. Présentée comme un honneur, ce n'était que cruauté drapée de rituels. À présent, les motifs sont clairs. Encore et encore, les châtiments n'étaient pas seulement faits pour blesser. Ils étaient faits pour contrôler, pour mettre en scène, pour transformer le corps en message. Mais il restait encore des cruautés, des punitions si invasives qu'elles brouillaient la frontière entre justice et sadisme. Et au chapitre suivant, nous découvrons ces horreurs ultimes, là où le corps des femmes n'était plus qu'une toile pour la cruauté. Nous avons vu le feu, le fer, l'eau, l'humiliation, l'exil. Mais l'imagination de l'histoire ne s'arrêtait pas là. Certaines punitions atteignirent des extrêmes nouveaux, conçus non seulement pour faire souffrir, mais pour dépouiller chaque fragment d'humanité. Au VI siècle, les puissances coloniales imposèrent des lois dites de maladies contagieuses. Officiellement, elles concernaient la santé publique. En réalité, elles concernaient le contrôle. Les femmes accusées de prostitution pouvaient être conduites de force dans des cliniques ou des postes de police et soumises à des examens obligatoires. Des médecins hommes les pratiquaient souvent devant des officiers. Celles qui résistaient étaient immobilisées, leur corps violé au nom de la science. Même déclarées saines, la honte restait permanente. Leur nom chuchoté dans les quartiers, leur réputation détruite. Et ce n'était pas nouveau. Lors des procès de sorcellerie des siècles plus tôt, les femmes étaient dénudées et fouillées à la recherche de marques de sorcières, taches de naissance, cicatrices, même des taches de rousseur transformées en preuves. L'intimité n'existait tout simplement pas lorsque l'État réclamait des preuves. Toutes les punitions n'utilisaient pas le feu ou l'acier. Certaines utilisaient l'absence. Dans l'Athènes antique, les femmes coupables d'adultère ou d'empoisonnement pouvaient être exilées à jamais. Pour les hommes, l'exil signifiait recommencer ailleurs. Pour les femmes, dépendantes de leur famille et de leur communauté, il signifiait souvent la faim ou pire. Au Japon, le kumi-en-shui, bannissement du village, frappait les femmes accusées de déshonneur. En Australie coloniale, les détenus jugés incorrigibles étaient envoyés dans des colonies pénitentiaires reculées, totalement coupées de la société. L'exil n'était pas la mort du corps. C'était la mort de l'identité. La survie dans un monde fondé sur l'appartenance devenait impossible. Parmi les punitions les plus brutales réservées aux impardonnables, figurait la roue. La condamnée était attachée à une immense roue de bois, bras et jambes écartés. Le bourreau frappait avec des barres de fer, brisant les os un par un, bras, jambes, côtes. Parfois la mort venait vite, parfois elle prenait des heures. En 1744, Maria Katharina Wechter, du Württemberg, fut exécutée de cette façon après avoir empoisonné son mari et ses enfants. Son corps brisé fut exposé plusieurs jours, un spectacle d'horreur destiné à dissuader les autres. La roue ne tuait pas seulement, elle transformait les cadavres en panneaux de terreur. Avant les prisons modernes, le corps lui-même faisait office de casier judiciaire. Des cicatrices, des têtes rasées, des colliers de fer, des marques brûlées dans la peau, chaque stigmate racontait une histoire destinée à poursuivre les femmes pour toujours. Les flagellations en place publique n'étaient pas seulement douleurs, elles étaient représentations. Les parades enchaînées n'étaient pas seulement transport, elles étaient humiliations transformées en rituel. Même la mort n'effaçait pas le message. Brûlé, noyé, brisé ou exilé, chaque punition était un théâtre joué devant la foule. À travers ces siècles, une vérité revient. Le but n'était pas seulement la punition. C'était le contrôle. Les brides muselants n'étaient pas pour les commérages. Elles concernaient le droit de parler. Les têtes rasées n'étaient pas pour les cheveux. Elles concernaient l'anonymat arraché. Les bûchers n'étaient pas pour la justice.
Ils étaient pour le spectacle transformer l'exécution en leçon publique. L'accusation seule suffisait souvent. Une fois punie, une femme voyait sa réputation détruite, son droit à se défendre effacé à jamais. Ce n'étaient pas des outils de justice. C'étaient des outils de pouvoir, et le pouvoir prospérait grâce à la peur. Aujourd'hui, ces instruments reposent derrière les vitrines des musées. Mais la logique qui les a forgés n'a pas disparu. Les sociétés utilisent encore la honte, le contrôle et la restriction pour surveiller les comportements. Les méthodes ont changé, mais le schéma demeure. Le pouvoir trouve toujours un moyen de marquer, de réduire au silence, de contrôler ceux qu'il considère comme une menace. L'histoire nous montre qu'une fois que la cruauté est justifiée au nom de l'ordre, l'imagination ne connaît plus de limites. La bride de mégère, l'arrache-sain, le siège plongeant, le sac, là où chaque supplice n'était plus qu'une douleur. C'était une histoire écrite sur le corps. Une histoire qui réduisait au silence, humiliait, effaçait. Et bien que des siècles aient passé, la leçon demeure. Quand le contrôle devient l'objectif, le corps devient le champ de bataille. Et une fois que la cruauté est acceptée comme justice, il n'y a plus de limite aux horreurs qui suivent.